Aujourd'hui, on va parler infobésité et gestion de l'information. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, je reçois Julien Guegnat et on va parler d'infobésité. Julien a un site qui s'appelle Organisologie. Je t'invite à le consulter et il vient d'écrire un livre qui s'appelle En finir avec l'infobésité. On va donc parler de comment faire pour gérer le flux d'informations auquel on est confronté quand on est manager. Je rappelle aussi que j'ai fait une série de mails sur le sujet que tu peux recevoir et qui vont t'aider à organiser ton temps si tu es manager. Il suffit de t'inscrire juste en dessous et tu vas recevoir, c'est gratuit, une suite de mails c'est un mini-cours sur l'organisation quand on est manager. Mais pour l'instant, place à notre conversation avec Julien. Il va nous expliquer ce qu'est l'infobésité et surtout partager avec nous ses meilleures pratiques pour utiliser au mieux le flux d'informations auquel on est confronté quand on travaille en tant que manager dans une entreprise. Bonjour Julien. Salut Cédric. Enchanté de faire ta connaissance. On se connaît par personne interposée. C'est la première fois qu'on se rencontre, pas en vrai parce qu'on est en virtuel, mais qu'on se rencontre en direct. Et en fait, j'avais vraiment envie de te parler parce que j'aime beaucoup ton concept d'organisologie et surtout d'obésité de l'information ou d'infobésité. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et vers quoi tu vas, Ouais, c'est clair. juste pour que les auditeurs apprennent à te connaître un petit peu. Yes. Alors déjà, merci beaucoup Cédric de me donner la parole. C'est un plaisir partagé. Je m'appelle Julien, j'ai créé l'organisologie. Tu l'as dit sans fourcher, je te félicite parce que c'est vrai que c'est un long mot. Un site où je partage outils, méthodes, formations pour mieux s'organiser et raccourcir ses journées de travail. Donc j'ai plutôt l'angle bien-être, équilibre vie pro, vie perso et pas trop se tuer au travail. Et avant d'en arriver là, j'ai commencé ma vie professionnelle à travailler sur les chantiers, chef d'équipe. Ensuite, je suis parti avec la Confédération suisse à l'étranger faire mission promotion de la paix, toujours chef d'équipe. Ensuite, j'ai pu reprendre en tant que milicien, c'est un système particulier dans l'armée suisse, une compagnie dans les troupes de sauvetage. En parallèle de ça, j'ai quitté les chantiers, gestion de projet à l'interne d'une entreprise en Suisse. Et ensuite, j'ai quitté le salariat pour me lancer à mon compte. Et puis là, ça fait maintenant 5 ans que que je suis aux commandes de l'organisologie. Et où je vais, j'aimerais bien créer une école en fait, une école physique pour passer moins de temps derrière les écrans. Et une école justement où on va mieux comprendre les relations qu'on a avec nos écrans. Voilà. Donc Ok, c'est où je me dirige. Par contre, c'est de l'exploration totale, donc j'ai pas d'échéance précise. d'accord. Ça fait partie de ta méthode d'organisation de ne pas avoir d'échéance précise. Non. Alors ça dépend. Ouais. Je vois l'organisation de la manière suivante. Il y a des choses on sait que ça fonctionne, donc ça rejoint des processus. En général, c'est ce que je fais au début de mes journées. Et tout ce qui est plutôt exploration, c'est plutôt en fin de journée. Ça n'a pas vraiment d'échéance parce que justement c'est nouveau et on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre. Donc voilà, non, je travaille aussi avec des échéances. Là, je suis en train de rédiger un nouveau bouquin et je te garantis que mon éditeur, il m'a donné une échéance. D'accord. Quelquefois, c'est une donnée externe, l'échéance. C'est clair. Ok, C'est clair. donc c'est super intéressant de t'avoir aujourd'hui parce que tu sais que nous, ceux qui nous écoutent, bon voilà, c'est soit des managers, donc des gens qui ont la responsabilité d'une équipe. Mhm. En général, c'est des gens qui ont une journée bien chargée et qui ne Mhm. maîtrisent pas totalement leur environnement. C'est clair. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas toujours tout à fait choisir leurs échéances, leurs ressources, etc. Et puis c'est aussi des chefs d'entreprise et là aussi, en général, c'est des gens qui ont une vie professionnelle bien remplie qui parfois, d'ailleurs, débordent sur leur vie personnelle et vice-versa. Peut-être qu'on pourrait commencer par une question un petit peu large à propos du management, puisque tu as une expérience dans ce domaine-là. C'est assez rare, et c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment qu'on puisse discuter, c'est assez rare d'avoir un spécialiste de l'organisation comme toi qui soit aussi un manager. Souvent, les spécialistes de l'organisation qui se proclament
spécialiste de l'organisation, parce qu'il n'y a pas de diplôme. Moi aussi, je suis un spécialiste de C'est clair. l'organisation, en tout cas de la mienne, Hmm. et peut-être de certaines autres personnes. Mais en général, souvent, c'est des gens qui travaillent seuls, et donc ils n'ont pas, je dirais la composante équipe, Hmm. qui est quand même à la fois qui complexifie l'organisation personnelle, mais qui donne aussi des sacrés leviers par le biais de la délégation, de Hmm. gain de temps, et voilà, qui permettent de gagner du temps. C'est Donc, clair. est-ce que tu as une vision de ce que serait pour toi un bon manager aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi l'évolution de l'environnement qui est Mhm. assez forte. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, c'est une excellente question. Pour moi, un bon manager, c'est déjà quelqu'un qui prend soin de son équipe. Euh, et puis qui va réussir à, si tu veux, identifier les moments où ses compétences ne sont pas forcément les plus adaptées. Et tout d'un coup, il y a une personne dans le groupe qui a plus de compétences pour un sujet en question et il va mettre cette personne en avant. Il va vraiment chercher à s'entourer de ces personnes et à les mettre en avant. Et encore une fois, voilà, ses succès, c'est leur succès et puis leur faute, c'est ses fautes. Tu vois, je crois qu'il y a un gars qui a formulé ce que je viens de dire d'une manière plus claire et concise. Donc pour moi, ça c'est l'un des aspects que je trouve intéressant dans le management, qui n'est pas évident. Hein. Manager, c'est pas un travail facile. D'ailleurs, les managers qui nous écoutent, vous le savez, parce qu'en règle générale, ben, il y a des objectifs. Ces objectifs, il faut les atteindre avec certaines ressources dans un environnement impermanent. Et donc, la planification, c'est sympa, mais il faut réussir à l'adapter. Et l'adaptation, finalement, aux, aux contraintes qui nous entourent, elle n'est jamais parfaite. Et donc, cela provoque des frustrations, de l'angoisse, des malaises au sein de l'équipe qu'il faut réussir à gérer. Et c'est ce que je trouve intéressant en tant que manager, c'est que tu as vraiment cette composante organisationnelle, communicationnelle, gestion de conflits, médiation, qui en fait un travail très riche, mais en effet très prenant, quoi. Mhm. Ah ouais, pas mal. J'aime bien la Je sais pas si, définition. si c'est clair. Si, c'est clair. Alors, moi, j'aime bien que la vision, elle soit aussi peut-être appuyée par un petit peu des retours d'expérience, puisque Mhm, moi, bien sûr. vraiment, ça m'intéresse aussi d'avoir ton retour d'expérience. Tu me disais que tu avais été chef d'équipe Mhm, dans les travaux et que tu avais été aussi commandant ouais. de compagnie. Mhm. Et est-ce que tu peux nous donner un peu ton retour d'expérience, peut-être à la fois ce que tu as peut-être réussi à l'époque, ou ce que tu as appris à l'époque, puis peut-être aussi ce que tu aurais mieux fait si tu avais suivi tes propres conseils d'aujourd'hui en termes d'organisation. C'est un. Ouais. Alors à l'époque, alors c'est vraiment deux contextes complètement différents. Hein. D'un Ouais. côté, chef d'équipe, c'était dans une entreprise de la construction. J'avais une dizaine de personnes. Et puis mon quotidien, c'était de recevoir un dossier, voilà, ce qu'il fallait faire sur un chantier et de l'exécuter dans les temps, en fait, avec les ressources adéquates. Pour moi, la difficulté à cette époque-là, c'était l'opérationnel très concret. C'est penser l'étape suivante, se dire, OK, est-ce que j'ai un tableau d'électricité qui est monté sur le chantier pour que mes gars puissent bosser quand j'arrive. Donc la planification assez court terme. Tu avais cet aspect-là qui était difficile, mais pour moi, l'aspect qui était le plus intéressant et aussi pas forcément le plus facile, c'était de réussir à être, entre guillemets, cool avec les gars, parce que j'étais plus jeune qu'eux, donc me faire respecter par eux, mais par la même occasion, quand les mecs allaient trop loin ou ne respectaient pas le cadre, la contrainte qui était donnée, réussir à les reprendre sans perdre pour autant leur confiance et puis leur respect. Et donc ça, pour moi, c'est un exercice d'équilibriste, tu vois. Et ça nécessite entre guillemets, du tact, parce que pas tout le monde est pareil. Il y avait aussi la barrière de la langue, hein, des fois, tu vois, sur les chantiers, c'est pas forcément des personnes qui sont toujours, voilà, qui parlent couramment le français. Donc pour moi, la plus grande difficulté, c'était être proche d'eux, mais réussir à maintenir une distance, une posture de chef. Ok. Mm. Le Julien de maintenant, qu'est-ce qu'il donnerait comme conseil, parce que ça remonte à quand même bientôt 12 ans, 10 ans, 12 ans, ce serait utilise des checklists. Ok. Utilise des checklists, c'est bête et méchant, mais en fait, les checklists, quand on les utilise, elles nous permettent de les améliorer avec les erreurs qu'on fait.
Et on pense toujours, alors c'était peut-être les erreurs de jeunesse ou l'ego, j'en sais rien, mais qu'on a la mémoire, que notre mémoire est bonne et qu'on va se souvenir des erreurs qu'on a faites parce que c'est douloureuse, mais dans le feu de l'action, avec la fatigue, avec le stress, avec les choses qu'on a à penser en dehors du job, ben on refait les mêmes erreurs, on est là, mais bordel, je suis con, mais... Voilà. Et Non, donc la je suis juste checklist, fatigué. En fait, quand tu es fatigué, c'est c'est ça, extraordinaire. c'est ça, exactement. Et la checklist, c'est simplement une liste d'étapes à faire dans un certain ordre. Et les chantiers se ressemblent, les projets se ressemblent, et tu as quand même des points en commun qui reviennent régulièrement. Et la checklist, pour moi, maintenant j'en utilise beaucoup, hein, mais elle me permet, quand je fais une erreur, je me dis chaque fois, OK, quelle checklist je vais améliorer avec cette erreur. Voilà. Mm. Et de cette manière, je vois plus l'erreur comme une opportunité de me flageller, de me faire culpabiliser, mais plus comme une possibilité de grandir. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais. Donc, en fait, ça intègre aussi l'amélioration continue, ce qui est Voilà, c'est au, ça. au passage super intéressant C'est et ça. qui donne aussi une vision de l'extérieur de ton job. Quand tu regardes tes checklists, que tu les changes, etc., tu te vois en train de travailler, c'est vachement intéressant. Exactement, et c'est très très concret, tu vois. Et c'est une aide, on revient sur, on va peut-être parler de l'infobésité, mais l'infobésité, quand tu as des checklists, elle est réduite, tu n'es plus en train de te dire, attends, qu'est-ce que je dois faire, et puis tu penses à plein de choses, mais tu suis en fait ta recette de cuisine, hein. Une checklist, c'est une recette de cuisine, et puis plutôt que de simplement la maintenir telle qu'elle, tu vas interagir avec cette recette de cuisine, et tu dis, ah ouais, ben là je devrais rajouter un peu plus de sel, ou là je vais rajouter ceci, et au bout d'un moment ça vit, et ça je trouve ça très, très chouette. Peut-être un autre truc qui est intéressant, hein, je me permets dans le contexte de faire participer tes collaborateurs, l'intérêt d'une checklist aussi, c'est pouvoir leur en confier des parties complètes en disant, bah, tiens, toutes ces opérations-là, en fait, ça pourrait être Jean-Pierre qui les fait. Mhm. Et c'est une manière de lui transférer. Après, il la manage comme il veut, la C'est ça. checklist, mais tu peux la transférer. Ça peut... Et puis, ça visualise aussi ton volume de travail, tout bêtement. Au lieu C'est de faire clair. les trucs sans te rendre compte de combien de temps ça te C'est prend, clair. le fait d'avoir une checklist, tu te dis, ouais, ok, il y a autant d'opérations quand même. Et souvent, on est surpris, hein. Bah, c'est exactement ça. Tu vois, récemment, j'ai une personne qui a rejoint l'équipe pour justement traiter mes emails. C'est quelque chose, j'avais de la peine à déléguer, hein, qu'on parle de délégation. Ah Et, tiens, toi aussi alors. ah ouais, ouais. Mais, mais finalement, je l'ai fait et j'ai commencé vraiment à établir toutes des checklists pour une grande partie du processus qui était dans ma tête. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire, ah ouais, ça me prend quand même ce temps. Ah oui, comment je prends la décision dans ce cas-là? Pourquoi je prends cette décision? Pourquoi là pas? Et c'est vrai que ça met au clair beaucoup de choses. Et comme tu dis, c'est intéressant parce que quand tu as un classeur de checklist ou un calepin de checklist qui résume ton travail, tu peux trouver une personne, tu peux former une personne. Et puis moi, alors c'est peut-être pas quelque chose qui est partagé par une partie de ton audience, mais pour moi, il faut être remplaçable sur le lieu du Oui. travail. Donc je sais pas, voilà, ta Bah, position là-dessus, mais moi, c'est vraiment être remplaçable. Parce que ça t'incite à te former, à rester au top de ton game, à acquérir de nouvelles compétences et ne pas avoir cette peur d'être, voilà, il faut que je m'accroche à mon job. Donc voilà, tout le bah, monde je vais est te dire gagnant. un truc super simple. Pourquoi il faut être remplaçable? Juste pour pouvoir prendre des vacances sans C'est être vrai, dérangé par son équipe, par exemple. c'est Ça peut vrai, être très, très, très égoïste, hein, le fait d'être remplaçable. c'est vrai. Rien que ça. Et puis le jour, quand on est manager salarié ou on évolue, eh ben, le successeur, il a plus qu'à reprendre le classeur, il a tout clé en main. Mhm. Et on croit souvent qu'une source de pouvoir dans l'entreprise, c'est ah non, 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 moi mes check-sheets, je les garde pour moi, etc. Mhm. etc. Au contraire, plus vous partagez, Ah, voilà, plus vous prenez du pouvoir dans l'entreprise, au contraire. C'est ce qui est recherché de plus en plus dans les entreprises. je trouve aussi, et ça fait le lien par rapport à ce que je disais aussi, cette notion de, tu vois, tes réussites, c'est les réussites de l'équipe, tu les mets en avant, tu vois, et t'essayes pas de Mm. t'accaparer Mm. le jeter de fleurs, et tes gars, ils te le rendent, tu vois, et l'inverse, ben, quand ils se plantent, tu les protèges, t'essayes de les protéger, c'est pas toujours possible, mais t'essayes, et je pense que la plupart des gens jouent le jeu, quoi, Mm. ils Mm. tirent à la corde. C'est clair, c'est clair. Donc ça, c'est dans le domaine du chef d'équipe. Est-ce Ouais. que, je ne sais pas si tu as d'autres choses à partager sur ce domaine-là ou sur le domaine plus commandant de compagnie dans le... On va glisser sur comment le compagnie, c'est plus frais. Le mois passé, j'étais avec ma compagnie. Donc une compagnie, pour ceux qui nous écoutent, c'est
entre 150 et 200 citoyens soldats, citoyens militaires. C'est le système de milice suisse. Une fois par année, on se regroupe sous les drapeaux pour rafraîchir les connaissances qu'on a apprises. Pour certains, il y a plusieurs années. Moi, j'ai une compagnie dans les troupes du sauvetage, une troupe qui a comme mission, quand il y a des feux de forêt, des tremblements de terre, des inondations, d'apporter un soutien, quand on est en temps de paix, aux autorités civiles. Donc voilà, on est déclenché sur les autorités civiles et donc c'est assez technique. Récemment, on a eu les séismes en Turquie. On a des sauveteurs suisses qui sont partis là-bas, qui nous ont fait un retour d'expérience. Et donc, vous imaginez quand vous avez un immeuble qui fait 1000 feuilles, aller chercher des gens là-dedans, c'est complexe. Et donc, nous, on s'entraîne une fois par année à ça. Et donc, on réunit toutes ces personnes qui ont une vie, qui ont un job, qui sont des citoyens. Et puis, mon job, c'est de faire en sorte que les bonnes personnes, les bonnes compétences, le bon matériel se trouvent au bon endroit. Donc, ça, c'est une toute autre dynamique, des toutes autres problématiques. Pour moi, la difficulté en tant que commandant de compagnie, c'est une difficulté que ton audience va connaître, les managers vont connaître. C'est premièrement quand tu intègres pour la première fois une compagnie, la compagnie était là avant toi. Et donc tu dois, entre guillemets, te faire accepter parce que évidemment il y a l'autorité officielle, bon, le grade, capitaine, qui veut rien dire au final. Parce que si t'es pas malin avec tes types, si tu les, encore une fois, on revient sur, t'es là pour leur bien-être, tu vois. Alors évidemment, on a des missions à effectuer, ça reste l'armée, mais t'es là pour leur bien-être. Et donc, tu as toute cette phase qui était pour moi plutôt stressante parce que tu as des officiers qui sont en place, tu as un sergent-major qui est en place, tu as un fourrier qui est en place, tu as un remplaçant du commandant qui est en place qui, lui, il connaît son équipe. Et en gros, tu dois te le mettre dans la poche. Et tu dois faire en sorte de te faire accepter par ces gars et ensuite apporter ta touche, ta manière de faire. Donc ça, c'est pour moi la première difficulté parce que si tu loupes cette phase-là, tu la traînes des mois et des mois et des mois. Et puis ensuite, une deuxième difficulté, elle est plus liée à la conduite et la planification, c'est à quel point à ce niveau-là, des petits oublis peuvent avoir des répercussions importantes dans l'opérationnel. Je te donne un exemple. Le matin, on se retrouvait à 6h30 pour l'appel du matin, où là, tu as les sections qui sortent de l'abri. On passe du temps dans les abris en Suisse. Voilà, on a pas mal d'abris. Puis on passe ces cours de répétition dans les abris. C'est affreux. Tu tombes de toute façon malade dans les abris vu que tu as de l'air qui circule. C'est vraiment l'enfer. Bon, c'est l'armée en même temps, tu me diras, mais voilà, des abris. Et le soir avant, on était tous fatigués et j'ai oublié d'ordonner le matériel à prendre en fait pour l'appel. Et donc, certaines sections avaient un certain matériel, d'autres sections avec d'autres matériels. Il n'y avait pas la cohérence, il n'y avait pas l'uniformité, tu sais, de la compagnie. Et j'ai dû, après l'appel, ordonner d'aller rechercher du matériel dans l'abri. Mais l'abri, c'est serré, donc ça prend du temps. Tu vois, tu n'as pas 150 gars qui peuvent rentrer. On est parti en retard. Et donc, on est parti en retard sur les routes pour aller sur notre lieu d'entraînement qui est un décombre. C'est des lieux d'entraînement. Mais il y avait 1 heure de route. Et donc, on s'est chopé les bouchons, le trafic. Et donc, on a commencé l'instruction avec 2 heures de retard, tu vois. Et donc, c'est des petits... j'aime bien penser... je dis toujours, voilà, plus tu t'élèves dans l'organisation, plus tu dois penser loin, en fait. Et des petites erreurs sont très, très, très coûteuses. Et ça, c'est très difficile parce que tu dois tout le temps penser 2e, 3e niveau, avoir de l'avance. Et évidemment, tu es fatigué. Alors, je ne suis pas seul, j'ai des officiers, mais on va te juger là-dessus parce que c'est ce qui se voit tout de suite. Ah ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, le commandant... ou je dirais le manager, si tu veux, il doit pas être là pour se faire des amis. Je dis pas qu'il faut se faire des ennemis, mais je dis, pour moi, ça c'est un autre principe que c'est bien que tu fasses cette remarque, mais à mon avis, si tu veux faire des amis en tant que manager, en tant que dirigeant, ça va être très difficile de maintenir ton poste, quoi. Enfin, d'être un bon manager ou un bon dirigeant. Ouais, je pense que la formule, moi que j'aime bien, c'est effectivement, on n'est pas là pour se faire aimer, mais il faut quand même aimer les gens. Exact. Pour pouvoir manager, parce que ainsi on les comprend, etc. C'est ça. Mais rechercher la gratification immédiate, d'être apprécié tout de suite, c'est souvent une mauvaise piste. En fait, la gratification, elle va venir à travers les résultats que tu fais obtenir à ton équipe, et puis le fait que tu rendes,
que tu t'attribues pas les mérites de ce que, de Ouais. ce que et un autre point que tu as soulevé au début, qui est vraiment intéressant, c'est le piège. C'est un des pièges du manager, c'est de croire que parce qu'on te donne un grade, eh bien, tu as le pouvoir. Et en réalité, oui, tu as un certain pouvoir, tu as le pouvoir de sanction, etc. Voilà, c'est ça. Mais ce pouvoir, plus tu l'utilises et plus tu perds de légitimité. Parce qu'à chaque fois que tu dois montrer ton grade pour qu'on t'obéisse, ça veut dire que tu n'as pas réussi à obtenir C'est ça. l'action autrement que par quelque chose qu'on t'a donné de l'extérieur. Alors que si tu sais influencer tes collaborateurs pour qu'ils le fassent sans que tu aies besoin de dire ouais, mais c'est parce que je suis le chef, Mhm. là au contraire c'est un pouvoir qui grandit au fur et à mesure que tu l'utilises. Donc c'est Très et intéressant. y compris dans l'armée, y compris dans des structures Oui, oui, extrêmement bien sûr, hiérarchiques. bien sûr. Beaucoup de gens se disent, ah, mais t'as qu'à ordonner, mais non, en fait, l'armée, oui, t'as une structure officielle, comme tu dis, le pouvoir de sanction. Le commandant, il peut mettre ce qu'on appelle des enquêtes disciplinaires, qui peuvent avoir des répercussions relativement importantes dans la vie des citoyens de soldats. Euh, mais j'essaie vraiment d'éviter ça, parce que ça fout déjà une sale ambiance. Ouais. Et puis c'est du travail aussi. C'est beaucoup de travail. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est un très, très bon point que je soulève. Ok. Alors, on va partir peut-être sur une dimension qui va être nouvelle pour nous. Ce sont les défis que rencontre le manager aujourd'hui. Mhm. Et évidemment, je te tends la perche pour que là, tu puisses déployer ton savoir, ou en tout cas ta vision, et après ensuite ton savoir sur Mhm. les différents concepts qui t'ont intéressé, et entre autres celui dont on a parlé au début, qui est l'infobésité. Mhm. J'aime bien ce terme-là, je trouve que ça dit bien ce que ça veut dire, mais peut-être que ça demande une définition peut-être un peu plus précise. Oui, alors c'est marrant parce que t'as deux camps hein, quand je dis ce mot. T'en as des qui détestent et des qui trouvent ça très utile. Moi, je suis un peu entre les deux dans le sens où j'ai beaucoup réfléchi vu qu'en finir avec l'infobésité, le mot infobésité est quand même bien visible dans le titre. J'ai quand même pas mal réfléchi à ce terme, mais je le trouve utile parce qu'il fait justement ce parallèle avec l'obésité et il y a déjà un début de solution Ouais, qui est la sélection. ouais. Voilà, et je le trouve utile. Après, il n'est pas forcément beau. Il y a des termes qui sont clairement plus vendeurs, hein, charge mentale, voilà. Mais charge mentale, c'est pas la même chose. Tu vois, là, c'est pas la même chose. Bref. Ok. Donc, l'infobésité, le concept, enfin, c'est un terme qui désigne le concept suivant une surcharge d'information qui pose des problèmes à la personne qui est soumise à cette surcharge d'information, qui subit cette surcharge d'information. Euh, et ce flux d'informations, ce tsunami d'informations, cette infobésité pose un problème à la personne. Trou de mémoire, anxiété, paralysie décisionnelle ou fatigue décisionnelle. Tu as tellement d'informations que tu as tellement de bruit, tu as de la difficulté à vraiment voir le signal. Donc ça, c'est la personne, la victime de l'infobésité qui peut ressentir ça. Et l'infobésité a aussi cet aspect particulier qu'elle peut poser des problèmes au travail en question. Tu sais, je sais pas, tu as tellement de choses à tester, tellement de méthodes, tellement de techniques que tu vas pas en profondeur. Ou alors le matin, tu as tellement d'informations qui a noyé en guillemets ton cerveau que tu sais pas par où commencer et donc tu prends du retard sur la tâche. Donc tu as vraiment ces deux aspects-là. Et un point que je souligne dans mon bouquin, c'est qu'on est tous infobèses. Et donc là, le but, c'est d'enlever un gros poids de l'épaule du lecteur qui a peut-être tendance à culpabiliser, se dire bordel, qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à gérer mon flux d'informations. On est tous infobèses. Quand Poutine a envahi l'Ukraine, j'ai passé une semaine sur les news, chose que je fais jamais, en mode oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et enfin mon approche, c'est pas de dire bon, l'infobésité, il faut absolument l'éviter, c'est plutôt de mettre en place des systèmes pour réduire la durée et l'intensité de cette infobésité. Et de faire en sorte que, oui, de temps en temps, on fait des abus alimentaires. Hein, tu es en vacances, tu te fais une pizza par jour, deux pizzas par jour, trois pizzas par jour. Mais après cette semaine de vacances, je dis, ouf, bon, on revient sur quelque chose de plus sain et de plus utile. Et pour moi, l'infobésité, il faut l'avoir dans ce contexte-là. Donc, c'est-à-dire sur un curseur, on est tous infobèses, mais à différents degrés, quoi. En fait, ça vient d'où ça? Parce que est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé,
ou est-ce que tu penses que ça s'est accéléré Ouais. parce que je vois bien ce dont tu parles, c'est-à-dire que c'est cette impression d'être percuté d'informations en permanence, et presque de jamais pouvoir s'arrêter C'est ça. d'aller chercher l'information en se disant mais il y a un truc que peut-être je comprends pas, et être sans limite avec ça, c'est-à-dire pas sans jamais un moment on se dit bah, hop, j'ai assez d'infos, C'est maintenant ça. je vais. Tu vois, ça vient d'où en fait ce truc-là? Ouais, alors Sébastien Boller, il en parle, je crois, il en parle, je le cite dans mon livre, c'est un chercheur et il a pas mal travaillé sur l'infobésité. Il a créé un livre qui s'appelle Le bug humain. Et puis il explique que l'information en tant qu'humain nous donne un avantage compétitif. Nous Ouais, permet de trouver des baies, hein, initialement, de l'eau, nous permet de trouver du bois, nous permet de trouver un abri. Et donc, en fait, il y a un avantage compétitif à consommer de l'information. Et donc, c'est câblé en nous, chercher de l'information. Le problème, c'est que l'environnement a beaucoup évolué. On n'est plus du tout dans le même environnement que nos ancêtres, même d'il y a 100 ans, même d'il y a 20 ans, même d'il y a 10 ans. Tu vois, je me souviens, pour faire le parallèle à l'armée, 2009, je crois, dans ces eaux-là, 2009-2008, les gars, quand ils faisaient une pause, tu les mettais en pause, j'étais chef section à l'époque, hein, quand tu les mettais en pause, ils discutaient entre eux. Parce que il n'y avait pas encore la 4G, ou alors elle venait d'arriver. Euh, mais avec l'arrivée de la 4G, maintenant, les mecs, tu les mets en pause, ils parlent plus trop entre eux, tu vois. ouais, exact. C'est comme ça, voilà, on va pas retirer la technologie, c'est comme ça, mais ça peut faire réfléchir les personnes qui nous écoutent, ça a évolué. Mais, Bah, le truc typique qu'on peut observer, moi je vois ça, je me suis rendu compte de ça, sur les chantiers, tu sais, les mecs, ils mangent dans leur bagnole en général, etc., ou dans leur camion, quoi. Et avant, ils parlaient entre eux, et maintenant, en fait, ils sont tous exact, à côté des autres avec leur exact. téléphone comme ça. Et Ouais, c'est fou. ouais, Ça, c'est fou. Ouais. c'est dingue. Moi, je trouve ça triste, tu vois. Moi, c'est mon jugement, je trouve ça triste, mais voilà. Et Sénèque, le philosophe stoïcien, qui était pour certains plus un banquier qu'un philosophe, mais bon, on va pas ouvrir la boîte de Pandore, mais il disait déjà il y a 2000 ans, il disait une vie entière ne me sera pas utile pour lire uniquement les titres des livres qui composent les bibliothèques. Donc en fait, déjà là, à l'époque, il y avait cette notion de on n'a pas suffisamment de temps pour consommer l'information. Et avec l'arrivée du numérique et son aspect très addictif, et ça c'est un point que je souligne, très très addictif, l'infobésité a explosé. Et on va arriver sur une nouvelle étape avec l'arrivée de l'intelligence artificielle où maintenant chacun peut créer énormément de contenu en pressant sur un bouton. Alors là, tu vois, au moment d'écrire le livre, je cherchais un peu des sources sur les chiffres un peu fous. Il y avait chaque heure, 30 000 heures de vidéos sont téléchargées sur YouTube. C'est dingue. Tu vois, et donc en fait, forcément, tu passes à côté d'une information qui te serait ultra, ultra utile. Et on en arrive sur un début de solution qui est d'accepter de ne pas avoir toute l'information pour prendre des décisions. Voilà. Parce qu'il y a un coût énorme à trouver la bonne information, quoi. Exact. Et en fait, moi, pour rebondir sur ce truc, un truc que j'avais adoré, j'avais fait une interview avec Charles Pépin sur le philosophe sur la confiance en soi. Mhm. Et il disait, en fait, souvent l'information se trouve derrière la décision. C'est-à-dire que quand tu prends pas une décision et que tu prends plein d'infos, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je... En fait, la C'est meilleure intéressant. manière d'accéder à l'information, si c'était une bonne décision, c'est de prendre la décision. Mhm. Et il disait, voilà, il y a des gens, ils ont moins que d'autres cette difficulté à dire, bah, je décide, puis je verrai après, hein. Parce qu'en Voilà, c'est fait, ça. ma décision va reconfigurer mon environnement, et donc en réalité, je peux jamais savoir ce que ça va impliquer. Donc lui, il disait, bah, décide, parce que la décision, c'est ce qui te permettra d'accéder à l'information. C'est très intéressant. Ça me fait penser aussi au fait que le cerveau, quand tu as pris une décision, il va te rassurer dans ta décision une fois qu'elle est prise et qu'elle est irréversible. Tu vas commencer à Ok. trouver les arguments, voilà, tu vas t'auto-convaincre. Donc, moi, tu vois, je suis devenu récemment papa et il y avait cette réflexion de, ok, est-ce qu'on fait un enfant, est-ce qu'on fait pas un enfant? Il y a vraiment eu un processus décisionnel. Parce que pour moi, j'ai jamais été, ah oui, j'ai envie de devenir papa. Bon, mais tout d'un coup, j'ai trouvé la personne qui m'a donné envie de faire une famille, mais j'avais cette réflexion, regarde, le monde va mal. Alors ça dépend, hein, il y a des phases dans ma vie où ça va très bien, mais tu peux te dire, regarde l'environnement, regarde l'inflation, regarde... Enfin, tu as plein de choses qui pourraient te faire
euh, peur. Et puis je pense que les médias se nourrissent de la peur aussi. Enfin, pour eux, c'est du pain béni, hein, parce qu'on est très attiré par ces informations un peu regarde, il a été décapité, alors que finalement, bon, c'est triste pour les personnes touchées, mais toi, en tant ça, qu'individu qui habite à des centaines de kilomètres de là, bon, ça va pas changer ta vie, tu vois. Mais par contre, ça peut changer ton état interne. Ça peut changer le travail du jour. Ça peut changer la qualité de tes décisions. Et c'est ça aussi, je pense, qui est important, c'est ce qu'on mange comme aliment va nous transformer en tant qu'individu, mais ce qu'on consomme comme information va petit à petit façonner la manière dont on réfléchit. Et je pense que ça, c'est important. Et je reviens, après ce gros monologue, et puis tu me dis si on va un peu trop loin, si on s'égare trop, mais au bout d'un moment, j'ai pris cette décision parce que j'ai accepté l'idée que bon, j'avais quand même un petit peu, j'ai quand même un framework, un modèle pour prendre mes décisions, mais au bout d'un moment, je me suis dit bon bah finalement, c'est un type de décision, je pourrais jamais savoir ce qui va se passer et voilà, au bout d'un moment, il y a des décisions, tu te lances et tu y vas quoi. mm, mm. Donc ça rejoint ce Et que comment il s'appelle le philosophe? Charles Voilà, Pépin. ça rejoint ce que disait Charles sur la Ouais, c'est décision. ça. C'est C'est intéressant. sur, c'était sur la enfin, en fait, c'était un podcast sur la confiance, mais Hmm. je crois, hein. J'en ai fait deux Je avec pense lui, qu'il mais faut réapprendre à avoir confiance en soi et prendre des décisions sans avoir toute l'information. ouais, bah oui. Par essence, t'as jamais toute C'est ça. l'information. Je Tu veux peux dire. toujours chercher, il y a un coût à trouver cette information. Et Et en fait, je trouve il y a deux aspects là dans ce que tu as dit qui sont vraiment intéressants. C'est aussi, il y a ça. De toute façon, tu n'auras jamais toute l'information. Je veux dire, personne n'a toute l'information, ça n'existe pas. Et comme le monde est un monde désormais VUCA, volatile, machin bidule, de toute façon, il faut déjà accepter de vivre dans un monde qu'on ne comprend pas, parce hmm, qu'il est incompréhensible, mais en réalité, on l'a jamais vraiment compris c'est dans ça. son entièreté. Ça, c'est une chose. Mais il y a un autre truc que tu as dit, moi, que j'ai trouvé intéressant, c'est quand tu as comparé un petit peu à l'information, tu deviens ce que tu absorbes. Mhm, Et effectivement, te nourrir en permanence d'informations anxiogènes qui se passent à des milliers de kilomètres sur lesquels tu n'as aucun impact. C'est-à-dire que hmm, finalement, c'est encore plus stressant parce que tu assistes à quelque chose et en fait, voilà, que tu l'aies vu ou pas vu, la chose est arrivée et elle arrivera encore. Tu n'as pas à ton échelle comment je vais dire, d'action. de Tu ne pourras levier, ouais. pas influencer. Tu n'as pas de levier, ouais, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, merci. Et finalement, c'est comme si tu prenais des doses de stress et de charge mentale totalement inutiles pour toi et ton environnement. Je trouve qu'il y a les deux aspects dans l'infobésité. Je trouve ça vraiment intéressant ce Mhm. terme, finalement. Ouais, ouais, ouais. Il est fort et encore une fois, je pense que, tu vois, moi, je me dis, ok, c'est d'ailleurs quelque chose que je partage dans le livre pour les personnes qui souffrent, qui ressentent sentir cette infobisie. Un autre signe, c'est que tu consommes du contenu, beaucoup de contenu, mais Ouais, ton quotidien ne progresse pas. ouais. Ça, c'est un signe assez typique, tu vois. Beaucoup de livres, de développement personnel, mais voilà, tu restes sur place en fait. C'est un signe assez Oui. intéressant parce que dans ma vision, l'information, tu as deux types d'informations. Le divertissement, ce qui est très bien, hein. Euh, pour moi, je mets dans la catégorie divertissement les news parce que bon, bah, je sais que voilà, j'ai envie d'un petit peu d'anxiété et puis voilà, donc je mets les news dans cette catégorie-là. Ça peut être John Wick 4 que je vais aller voir bientôt, ça peut être plein de choses, tu vois, genre regarder un spectacle, regarder un documentaire, bref, tu as le divertissement et de l'autre côté, tu as tout ce qui est l'information utile pour résoudre des problèmes très concrets. Et la question que j'invite le lecteur qui se dit voilà peut-être que je souffre d'infobésité, c'est toujours essayer de prendre, alors toujours c'est pas possible, mais essayer de prendre 2 fois sur 10, 3 fois sur 10, 4 fois sur 10, l'habitude de te dire avant de saisir un magazine, avant de saisir ton smartphone, avant de consulter tes emails, te dire ok, pour obtenir quoi est-ce que j'ai envie de consulter ces informations, consommer ces informations. C'est une sorte de réflexe mental à avoir qui arrive bien avant tous les systèmes que tu peux mettre en place, qui se passent dans ta tête, tu vois. Et souvent, tu te dis, bah, en fait, pour obtenir quoi bah, en fait, tu n'as pas de réponse. C'est souvent un réflexe. Et là, tu as peut-être un début de piste. Ok, il y a peut-être une addiction qui est en place. Ce qui est totalement ok, hein. Les personnes qui nous écoutent, je suis le premier, je suis un gros addict à mes outils numériques et j'ai mis des choses en place pour ne plus devoir résister avec ma volonté.
D'accord, tiens, c'est intéressant ça, de ne pas devoir résister avec sa volonté. En fait, ce que tu décris, c'est une vision utilitariste Ok. de l'information, en fait, qui est assez... et d'ailleurs, juste, mais c'est une petite aparté, personnellement, moi j'ai toujours eu le problème inverse, c'est que j'ai toujours besoin dans ce que je fais qu'il y ait un objectif. Et je me le reprochais en me disant, mais en fait, pourquoi tu fais pas un truc juste pour le plaisir de le faire, Ouais, tu ouais. vois? Toujours derrière, je cherchais, et très jeune, hein, j'avais ça, je me disais, mais en fait, tout ce que je fais, il faut que ça ait une utilité. Et en fait, je me rends compte avec le recul que ça m'a pas mal protégé Bah, c'est clair. de justement l'infobésité. J'avais plutôt moi l'excès inverse. Mais avant peut-être qu'on passe aux solutions, parce que là, tu as dit un truc qui m'a fait tilt, c'est ne plus dépendre de ma volonté pour éviter ça, justement. C'est Mhm. intéressant ce que tu as dit, on va revenir. Mais ce serait quoi les conséquences, les impacts sur un manager, son équipe et l'entreprise, l'infobésité? C'est-à-dire que on peut le voir en étant conscient, en se disant, bah ouais, qu'est-ce que je fous? Mhm. Je suis tout le temps en train de consommer, mais ça sert à rien, Mhm. etc. du Mhm. contenu. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des impacts qu'on va retrouver dans sa vie perso? T'en as parlé, mais peut-être aussi dans son équipe, dans son entreprise. Ça peut poser quoi comme problème dans l'entreprise, en fait? Alors, tu as les, les problèmes que j'ai mentionnés sur un niveau individuel, trou de mémoire, paralysie, tout ça, tu les mets au niveau de l'équipe. Bon, voilà. Tu rajoutes Ouais, aussi de la charge de travail. ouais, Euh, et là, on arrive aussi sur un début de piste, mais tu vois, le mail, Slack, les canaux de communication dans l'équipe, peu importe le type de canal, hein, déjà, ces canaux, plus on les utilise, plus c'est pas parce il y a cet effet millefeuille des canaux qu'on va utiliser qui fait que c'est pas parce que on a Slack qu'on va plus utiliser l'email. C'est pas parce qu'on a WhatsApp qu'on arrête d'utiliser des SMS. Et ça, c'est aussi quelque chose de très frustrant et qu'il faut bien comprendre quand on est un manager. Attention aux canaux qu'on va mettre en place au sein de son équipe. Mais pour revenir sur les problèmes, bon, bah, c'est tout simplement perte de temps en fait. Tu alourdis toute la communication au sein de l'équipe. Ça peut être de la frustration, ça peut être de l'incompréhension, ça peut être comment dire, euh, je l'ai déjà dit, mais tu vas chercher des documents qui sont enfouis dans un endroit plus que dans un autre, ou tu sais pas où il est le document. Enfin bref, pour moi, ça crée un environnement de travail qui est lent, qui est fouillis, où il y a un enchevêtrement de canaux et là-dedans, le stress, j'ai envie de dire qu'il n'a pas tendance à diminuer. ouais, c'est clair. Tu vois. Donc pour moi, ça j'avais lu dans le livre Infobésité de Carole. Je vais prononcer son nom, mais je le donnerai puis tu le mettras dans le. Ouais. Caroline, je crois. Caroline, je ne sais plus son nom parce que chaque fois qu'on s'appelait, elle me rappelait chaque fois que son nom, je le prononçais mal. Mais elle disait, et ça c'était déjà à l'époque, hein, le livre a été écrit en 2013. Elle a aussi écrit un livre sur l'infobésité où elle disait, ben voilà, un cadre du secteur tertiaire, il passe 50% de son temps à lire et à écrire. Mhm. Bon, alors si ton équipe, les personnes avec qui tu interagis le plus, n'ont aucune conscience de leurs actions, parce que c'est bien ça, c'est prendre conscience premièrement de, ok, qu'est-ce que je provoque, qu'est-ce que mes actions provoquent chez les gens autour de moi. Les autres, ouais. Est-ce que les questions que j'ai, est-ce que la question que j'ai à 9h du mat, est-ce qu'elle peut attendre 17h la réunion ou est-ce qu'elle mérite un email où je vais mettre 3 personnes en copie? Tu vois. Et donc, voilà, si les personnes qui sont autour de toi en tant que manager ne sont pas un peu conscientes de cette infobésité et puis des problématiques que ça peut impliquer, eh ben finalement, tu vas pas t'en sortir parce que si tu passes déjà 50% de ton temps à traiter de l'information, alors ouais, tu C'est vas clair. augmenter le temps et finalement, tu vas traiter tes emails le week-end, tu vas traiter tes emails le soir pour essayer de pallier des déficiences qui se trouvent au niveau de ton équipe. Finalement, en fait, ça va augmenter ton niveau de stress sans augmenter ton niveau d'action. Voilà. En fait, finalement, tout va prendre plus de temps. Non seulement tu vas stresser comme si tu bossais beaucoup, sauf que effectivement, ton cerveau va tourner à fond et finalement, il n'y aura que le cerveau qui aura tourné, il n'y aura pas de résultat, en fait. C'est ça. C'est ça. Techniquement, c'est un problème. C'est-à-dire que le degré d'efficacité va complètement chuter, en fait. C'est ça, tu perds des ressources tout simplement, hein, l'énergie, le temps, disponibilité mentale, mais tu le multiplies par le nombre de personnes. En plus. On Ouais. dit toujours, il y avait un graphe que je trouvais intéressant,
quand tu as une personne, quand tu as deux personnes, tu as un canal de communication. Quand on a trois, tu vois, t'en as trois. Quand on a quatre, et en fait, ça grandit d'une manière exponentielle. Et donc, en fait, C'est ça. si tu as 10 personnes dans ton équipe, il faudrait faire le calcul, je suis vraiment mauvais. Mais en gros, tu as énormément de canaux de communication et avec les outils qui te permettent de mettre tout le monde en copie, et ça devient l'enfer. Dans une de mes formations, je l'utilise, ce graphe, c'est la loi des relations exponentielles. En fait, Intéressant. c'est pas vraiment exponentiel, paraît-il, mais bon, c'est pas grave. C'est qu'à chaque fois que tu rajoutes une personne dans l'équipe, en fait, tu rajoutes un nombre de relations égal au nombre de personnes déjà dans l'équipe moins un. Donc la formule, c'est le nombre d'interactions possibles. En fait, c'est le nombre de personnes multiplié par lui-même moins une personne. Donc voilà, c'est comme si tu faisais au carré à chaque fois. Et donc ça veut dire qu'effectivement, quand tu rajoutes une personne dans une équipe de 4 personnes, tu te dis bah j'augmente la complexité d'un par rapport à 4. Non, tu la multiplies quasiment par 2 parce qu'en fait il y a toutes les interactions qui vont être possibles. Donc C'est ça. tout à fait, c'est exponentiel en fait. Ouais, moi je vois ça comme une exponentielle, mais après si on t'a dit que ça ne l'était pas, bon. Oui, alors voilà. Moi, Mais bref, moi je le vois bien comme, ça peut vraiment être un calvaire, quoi. Tout à fait. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais le manager, il doit vraiment, à mon avis, faire très très attention au niveau d'infobésité qu'il y a dans son équipe. Et après, on a des tendances plus ou moins prononcées selon notre profil. Et effectivement, il y a des gens qui peuvent, il y a des profils, tu vois, disques, des profils consciencieux qui sont spécialement sujets à ça. Ils accumulent de l'info parce qu'en fait, ça leur permet de ne pas prendre la décision finalement. De dire non, mais j'ai pas assez d'infos. Et avoir un manager comme... Ouais, c'est terrible d'être managé par quelqu'un qui est comme ça. Parce qu'en fait, tu te dis, bah ouais, mais du coup, il prend jamais de décision, quoi. Tu peux passer ta vie. C'est un exemple que je donne, en fait. Si tu veux maîtriser un domaine, tu peux lire tous les articles, regarder toutes les vidéos sur ce domaine. Prenons, je sais pas, le management. Bon, déjà, imagine pour lire, enfin, déjà juste lire ce qui a été écrit au format papier. Après, tu passes sur du podcast, sur de la vidéo, voilà. Tu passes en fait une vie ou des années à compiler cette information. Et durant ce temps, en fait, la création continue. Donc, en fait, tu peux passer ta vie à... Tu vois, tu as passé 2 ans, ok. Après, ben, tu retournes sur YouTube, tu dis, ok, dans les 2 dernières années, qu'est-ce qui s'est créé? Et tu dis, mais en fait, ça va jamais finir. Alors qu'en fait, il suffisait d'écouter le podcast Outils du Manager et tu résolvais. Ok. Ça. Bon. Et alors, ok. Une fois qu'on a conscience de ce sujet, en fait, une fois qu'on se dit, bah ouais, effectivement, peut-être de ce côté-là, ce serait quoi la manière de gérer? En fait, c'est un flux d'informations continues qui nous bombarde finalement, ou qu'on recherche, ou bref. Comment on fait? Ce serait quoi la solution miracle? Enfin, je sais pas si on a une, mais peut-être tu vas nous apprendre ça. Mais comment tu fais en fait pour t'en sortir? Puisque c'est ce que tu dis, ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'en fait, finalement, comme l'information change tout le temps, de toute façon, vouloir avoir toutes les informations, finalement, c'est une quête sans fin. C'est ça. Ok, une fois qu'on sait ça, comment on fait? Parce que... Alors, pour moi, il y a 2 axes. Tu as un axe équipe, fonctionnement dans l'équipe, comportement. Puis tu as un axe savoir quand il faut ralentir pour prendre plus de temps pour chercher de l'information. Okay. Je le dirais comme ça, je ne l'ai pas écrit comme ça dans mon livre, mais en gros, si on commence par savoir quand ralentir pour prendre une décision. Tu as des décisions dans la vie qui, si ça se passe mal, qui sont très coûteuses. Oui. Jouer à la roulette russe, par exemple. Oui. Voilà. Et tu en as d'autres, bon, si ça se passe mal, tu perds un peu d'argent, mais tu peux encaisser le choc. Et on arrive sur une matrice que j'avais partagée justement dans le livre En finir avec l'infobésité, où tu as un axe, c'est réversible, irréversible, et ensuite conséquences des décisions qui sont élevées et faibles. Et donc en fait, tu ralentis quand les conséquences elles sont élevées et irréversibles. Entre guillemets, tu vois. Et donc déjà là, toi en tant que manager, tu te dis, attends, là on est en train de discuter de quoi? On est en train de discuter des vacances de Paul. Bon, ok, j'ai pas besoin de passer des heures et des heures là-dessus. Paul, au pire des cas, si il est en même temps en vacances que Kevin, bon, ben voilà, on va trouver une solution et puis on va gérer. Par contre, tu as d'autres décisions qui sont plus stratégiques, il faut faire attention. Moi, à l'armée, c'était par exemple l'heure de sommeil de mes chauffeurs, tu vois.
On a une loi et si on la respecte pas, bon si tout se passe bien, comme toujours tout se passe bien, mais si tout d'un coup il y a un accident, ça va venir très vite chez moi. Donc et il va y avoir des conséquences importantes. Donc pour moi il y a déjà vraiment cette réflexion de savoir, bon là je peux ralentir parce que si ça se passe mal, ça va être très coûteux et ça va être très difficile à revenir en arrière. Et d'un autre côté, tu as tout le reste où tu te dis, bon, c'est bon. Et moi, tu vois, c'est les réflexions que je me prends aussi dans mon business. Je me dis, bon, engager cette personne, oui, ok, parce que si ça se passe pas forcément bien, je vais éventuellement engager cette personne en freelance. Et puis voilà, plutôt que de passer des heures et des heures à analyser son CV, savoir si c'est la bonne personne, etc., aller demander des recommandations, de toute façon, qui ne sont pas adaptées parce que c'était dans un autre contexte, je me dis, bon, bah, cette personne, ça se passe pas bien. Elle a des checklists, bon, et puis au pire, ça ne matche pas, la mayonnaise ne prend pas, on s'en débarrasse, Oui, concrètement, on stoppe la relation. voilà, on rompt la relation, et puis voilà. Hmm. Donc pour Ouais, moi, donc il y a vraiment cet angle-là, savoir quand il faut Ouais. ralentir, quand il faut accélérer. Ok, ouais, je comprends. Et ensuite, tu as le business quotidien, donc c'est-à-dire l'opérationnel quotidien. Et là, je pense qu'il y a vraiment un travail en tant que manager. Le manager, il va faire la relation entre l'étage supérieur, qui va pas forcément pouvoir influencer. Hein. Quand on est dans une entreprise, j'aime bien cette image de la machine à laver, on est dans un système qui s'appelle l'entreprise XYZ, qui peut être assimilé à une machine à laver. Et au bout d'un moment, il y a une dynamique qui se met en place et les acteurs qui sont pris dans cette dynamique ne sont pas tout le temps en mesure de changer la dynamique qui est en place. Mais en tant que manager, tu peux tenter de protéger ton équipe et on revient sur ce premier point qu'on disait qu'on était chef d'équipe et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Tu protèges ton équipe en les informant et en mettant en place des règles, un cadre. Quand c'est urgent, déjà, c'est quoi une urgence? Okay, une urgence, c'est chaque seconde qui passe, la situation devient dramatique, chaque minute, chaque heure. C'est quoi une urgence? Déjà, c'est quoi cette urgence? Et ensuite, si c'est urgent, c'est quoi le canal pour communiquer? Téléphone, ok. 2 appels, c'est urgent. Un appel, c'est pas urgent. 2 appels, c'est urgent. Un email, ok. Email, c'est pas urgent, donc vous aurez une réponse le jour d'après, par exemple. Tu vois, c'est mettre en place des règles. Et il n'y a pas une formule magique, comme tu disais. Est-ce qu'il y a une formule magique? Non, il n'y a pas de formule magique. Voilà, tous les auditeurs qui sont toujours avec nous sont là. Non. Je me suis tapé 45 minutes. Voilà, exactement, pour qu'ils nous disent il n'y a pas de formule magique. Si ce n'est peut-être d'arrêter de croire que quelque chose sera difficile. Okay. C'est quelque chose pour moi qui m'a beaucoup aidé de me dire ah ouais mais ça va être difficile de mettre ça en place. Non, quand j'ai cette pensée je me dis ok non, tu vas le faire, tu vas faire fonctionner, tu vas ensuite faire améliorer, puis petit à petit on va progresser ensemble et puis voilà. Mais en gros mettre en place des règles. Un autre exemple, tu vois, je te montre à l'écran, j'ai un minuteur comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, quand je le mets, tu vois, je me dis, je vais partir pour 45 minutes de travail, ou peut-être, allez, je suis un manager, peut-être 30 minutes de travail, où je vais essayer de ne pas être déconcentré. Donc, j'active certains boucliers anti-distraction, machin, je mets ça, peut-être devant ma porte. Ah, ok. Tu vois? Et les personnes, alors moi je le fais ici parce que madame vit ici et quand je travaille, ben voilà, des fois elle vient. Et en fait, alors moi je le mets pas devant ma porte, je le mets simplement ici, j'ai mon casque sur les oreilles et elle rentre et elle voit ça. Et en fait, elle peut elle-même prendre la décision si sa demande peut attendre la prochaine pause. Ouais, voilà. Pas mal. Et c'est des petits trucs tout cons où en fait tu mets en place des règles. Et évidemment, ce ne sera pas parfait. Voilà, c'est comme ça. Sinon, il y a des outils aussi qui sont, je pense que tu en parles sur le blog, la matrice RACI qui va, en fonction de ton rôle dans un certain projet, tu vas avoir certains types d'informations qui vont venir et un certain rôle à jouer par rapport à cette information. Tu as le responsable, tu as les acteurs, tu as ensuite ceux qui sont là pour consultation et ceux qui sont là pour information. Et en fonction de où tu te trouves, tu vas être mis en copie. Et toi, ensuite, en tant qu'individu, tu te dis, bon, ben, en fait, j'ai un dossier avec une règle automatique. Chaque fois que je suis en copie, ça part là-dedans. Et donc, tu as des règles comme ça à mettre en place. Mais je pense que c'est vraiment le rôle du manager de bien expliquer, OK, quand il y a une urgence, ça passe par là. C'est quoi une urgence? Voilà. Tu vois, moi, typiquement, Myriam, celle qui s'occupe de mes emails, elle a mon numéro, elle m'appelle une fois, c'est quand je fais un lancement et puis que les gens n'arrivent pas à acheter le produit, tu vois. Ouais, ok. C'est qu'il y a un bug technique, tu vois. Ouais. Et c'est le seul truc où il faut venir me déranger. Le reste, ça peut attendre. Ok. J'aime bien ton système de mettre
la pendule à la porte parce que ça évite les interruptions et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mhm. Nous, enfin, tu vois, dans les process de management, on a un outil qui s'appelle le 1 à 1, qui est on se parle une demi-heure chaque semaine. Mhm. Sans interruption, et on met un minuteur pour pas dépasser la demi-heure. Mhm. Nous, on le fait pas tellement pour pas être dérangé, on le fait pour pas prendre Trop de plus de temps. temps. Ouais. Voilà, un standard, c'est maxi une demi-heure. Mais Mhm. le fait de rendre tu vois, le minuteur visible, c'est intéressant parce que ça dit aux autres, ne nous dérangez pas, on est en 1 à 1 et regardez, il reste 5 minutes. C'est Ouais. un petit peu le truc, tu sais, ils font ça quand il y a un bouchon ou quand il y a des travaux. Avant, ils te mettaient juste un feu rouge et donc tu trépignais derrière Voilà, ton c'est feu ça. rouge. Maintenant, ils mettent un compte à rebours et tu fais, oh, ça va, il reste C'est ça. 120 secondes à attendre et puis ça, tu vois, ça t'aide à attendre, quoi, on va J'ai dire. récemment vécu ça où j'appelais, c'était quoi, un truc pour une assurance. Et puis en Suisse, tu vois, on est encore un peu à la traîne par rapport à ça. Tu sais pas combien de Combien de fois? temps. Ouais. Et t'es là, mais tu deviens complètement cinglé, tu sais. T'es là, après 7 minutes, t'es là, mais bon. euh, Puis j'étais en train d'écrire un email pour leur dire, bon, écoutez, faut vous mettre à la page, l'équipe. Et puis là, oui, hello, tu vois. Donc je disais, ouais, toi, t'as eu de la chance. Bref. Mais ouais, c'est exactement ça. Moi, j'aime bien ce truc parce que bah, la personne, ça lui rappelle, ah ouais, attends, est-ce que c'est vraiment urgent? Surtout si tu as eu une petite théorie avant, tu vois, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, Mm. par où on passe, comment ça fonctionne. Et ça, franchement, dans les boîtes dans lesquelles je suis passé, c'était genre, tiens, Outlook, tiens. Et c'est rare d'avoir vraiment, on te balance des outils, mais tu es rarement formé, tu as rarement une méthode de travail. Et après, ça dépend de l'entreprise, de la culture et tout ça, C'est clair. mais voilà. Bah, quand rien n'est urgent, tout est urgent, Ouais, et vice-versa. c'est ça. Euh, ok, vachement intéressant. Et euh, tu, tu, Je voulais tu rajouter un parles. truc. Ouais, Juste un vas-y, truc, vas-y. peut-être qui paraît évident, mais en gros, quand on passe du temps de travail derrière des écrans, on se ressource hors écran. Et ça, c'est un truc que j'avais de la peine à mettre en œuvre parce que, bon, tu sais, quand tu es business en ligne, machin, tout commence à se flouter. Tu peux tout le temps consulter de l'information, tu peux tout le temps travailler, tu peux tout le temps avancer. Et c'est un truc qui m'a beaucoup aidé à souffler et à apprécier les moments un peu moins speed en fait. Donc, Du coup, tu alternes en fait. ben, la journée, quand je travaille derrière des écrans, le soir, c'est sans écran. Ouais, ok. Voilà, c'est autant simple que ça. Donc, en général, c'est des bouquins, mais ça peut être simplement passer du temps avec des amis, ça peut me balader, je suis un peu dans la nature. Euh, mais en gros, ouais, en gros, c'est ça, quoi. Après, dans une entreprise, ça peut être quand vous avez vos 1 à 1 à faire, il y a des 1 à 1 qui se font par visio parce que les gens sont distants, Mhm, puis il y a des 1 à 1 qui se font en présentiel. mhm, C'est pas mal d'alterner. mhm. Euh, Parce que du coup, vous avez de l'énergie pour les deux moments. Et ce que je conseille aussi entre deux 1 à 1, eh bien, c'est de se lever, d'ouvrir la fenêtre, de respirer, enfin de faire de bien scinder, compartimenter les moments que vous faites. Et il y a des moments où c'est du travail tout seul, des moments avec d'autres personnes, etc. Mais de ne pas passer de l'un à l'autre sans respiration, quoi. Ouais, c'est ça. C'est impossible. C'est ça. Et alors, il y a un autre truc qui m'a pas mal, on n'en a pas parlé du tout, mais peut-être tu peux nous dire ce que c'est. Tu parles de la notion de cerveau numérique. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ce truc-là? Ouais, en fait, le cerveau numérique, c'est un espace où tu vas centraliser un maximum de ton information. Et plutôt que toi de faire des recherches en passant d'un dossier à l'autre, tu fais fonctionner le moteur de recherche du logiciel que tu utilises. En gros, c'est D'accord. ça. Et alors, je pense que le papa du cerveau numérique ou du second cerveau, c'est un autre terme, hein. Je pense que c'est David Allen avec sa méthode GTD, qui parlait déjà pas mal de l'information et qui a eu la chance d'être faire un très bon travail, mais aussi d'être là au bon moment au début des années 2000 en Amérique, je crois même Silicon Valley, peut-être, à vérifier. Euh, et sa méthode a eu une énorme résonance, quoi. La méthode Ouais. GTD, bon, dès qu'on s'intéresse un peu à l'organisation, on va rapidement tomber là-dessus. Moi, j'ai pas forcément réussi à accrocher là-dessus, donc au bout d'un moment, j'ai fait Moi mes non plus. recherches, j'ai creusé, et puis j'ai développé une méthode qui me semble plus simple et, et puis que j'appelle le cerveau numérique, que je partage aussi dans ce livre.
et en fait qui peut être résumé à 4 espaces. Tu as un espace où tu vides toute ton information au fil des heures et tu la traites que à quelques moments durant lesquels tu décides. Donc voilà, tu dis là c'est bon, j'ai du jus de cerveau, j'ai un peu du temps, je vais traiter mes informations. Tu as un endroit où tu vas gérer tes projets. Et puis tu as un endroit où tu vas te synchroniser avec les autres, communément appelé un agenda. Voilà. Et puis après, tu as un endroit où tu vas stocker des informations qui ont de la valeur aujourd'hui ou qui peuvent avoir de la valeur dans le futur ou des centres d'intérêt. Et voilà. Et ensuite, après, par rapport à cette structure-là, tu as un fonctionnement qui va se calquer dessus. Comme quand tu es dans une cuisine, bon, bah, tu as ta structure. Quand tu construis ta cuisine, tu dis je veux le four ici, je veux un grand frigo, je veux un congélo. Voilà. Et puis après, bah, par rapport à ça, bah, tu vas appliquer une méthode. C'est parce que tu as une belle cuisine que tu cuisines bien. Tu vois. Donc c'est la même chose avec l'information. Et moi, j'essaye par rapport à d'autres personnes de casser le mythe de l'outil ultime, mais plutôt de parler de système. Et donc, un système est composé, et donc le cerveau numérique, c'est un système de gestion de l'information qui est composé d'outils, de méthodes et de comportements. Ok. Et voilà. Ok, c'est intéressant aussi l'histoire du cerveau numérique, c'est que ça te décharge un peu de la nécessité d'avoir tout présent à l'esprit en C'est ça. permanence. C'est comme si tu avais une espèce de deuxième cerveau à C'est côté ça. là, C'est ça. qui stocke et dans lequel tu peux aller piocher. Et du coup, ton attention, elle est plus focus sur ce que tu dois faire ici et maintenant, en fait. C'est Il y a ça. ça aussi. Moi, c'est un des trucs qui m'a le plus libéré et clarifié, c'est-à-dire que pendant qu'on est en train de parler tous les deux là maintenant, je suis pas en train de me dire ah ouais mais est-ce que j'ai fini ce truc-là? Oui mais qu'est-ce que je fais après? Ah mais non, je sais que j'ai un C'est autre géré. cerveau absolument fiable où je vais tout retrouver au moment où j'en ai besoin et ça c'est carrément libératoire quoi. Ah ouais, c'est un truc de fou. Et quand tu es manager, c'est super important parce que comme ça ils sentent que quand ils sont en face de toi et qu'ils discutent, t'es pas en train de penser à autre chose, tu es vraiment là, Hmm. présent avec eux au même moment. Ok, Moi, super. Ouais, moi, ce que je dis-moi. trouvais fou avec aussi le système, ça dépend comment tu le construis, mais c'est qu'au bout d'un moment, les gars dans ton équipe, ils disent ce type, c'est pas possible, il a un système parce qu'il se souvient des échéances qu'on a discuté, il me relance 2 jours avant. Quand il me fait des évaluations, c'est daté, les points. Tu vois, c'est aussi ça. Euh, Ça, c'est impressionnant pour vis-à-vis de. Tu marques des points par rapport à ton environnement, c'est ouais, tu clair. vois, enfin moi, mon frangin, il a repris une équipe là dans les soins, et puis il est venu vers moi, il me dit, écoute, là, j'ai des évaluations à faire dans une année, déjà, smart de penser à ça, et comment je fais, quoi? Voilà, et en fait, pareil, cerveau numérique, c'est juste un petit truc où ben, il y a des jours où tes gars ils bossent bien, des jours où ils bossent un petit peu moins bien, tu veux les aider à améliorer, tu notes les points avec la date, le contexte, et quand tu dois faire ton évaluation, je sais pas, tu as peut-être 20 points, tu vas en prendre 5 6 et puis les gens ils sont là, waouh, tu vois, enfin, il y a Hmm. une certaine forme de sérieux, et c'est des informations que tu prends en janvier, tu en auras peut-être besoin en juillet ou en décembre, et ça, je trouve, c'est aussi ultra fort, parce que si tu arrives en décembre, tu vas faire ton évaluation. Tu es là, attends, tu vas te souvenir de ce qui s'est passé la semaine passée, et s'il a pas fait du bon job, tu vas pas lui rendre, quoi. Exactement. Et inverse. C'est-à-dire le mec qui a été tout pourri depuis le début de l'année et qui à la fin, il te fait un Voilà. petit sprint, un Parce sprint final. il sait que ça arrive. Voilà. Et quand tu lui dis non, mais tu vois, et c'est pour ça, par exemple, nous, dans le système, on a les 1 à 1, donc ce fameux truc, et on prend des notes. Mhm, C'est obligatoire de prendre des notes mhm. pendant 1 an. Ce qui fait qu'au moment où tu fais l'évaluation, tu relis toutes tes notes de 1 à 1 de l'année. C'est-à-dire que tu as 52 notes, bon, pas 52 parce qu'il y a des Ouais, congés, mais ouais. ok, tu comprends. Et du coup, tu le juges vraiment sur ce qui s'est passé parce que la mémoire, elle fonctionne pas du tout comme ça. La mémoire humaine, c'est tu te souviens à peu près de ce qui s'est passé il y a 15 jours. C'est Il y clair. a 3 semaines, tu sais plus trop. Il y a, à part des cas, je dirais presque cliniques, on est tous comme ça. Ou alors les trucs très émotionnels. Mhm, C'est-à-dire, t'as deux trucs qui remontent, c'est ouais, il m'a fait un truc c'est horrible, ça. tel jour, on s'est engueulé, etc. Ouais, mais en fait, quand tu regardes, il a fait plein de choses bien. Donc là, je te rejoins complètement là-dessus. Euh, Tu me dis si on est trop long, mais ce que je trouve aussi non, intéressant, c'est que dans le cerveau numérique, au bout d'un moment, je dis toujours, quand vous implémentez un nouveau système d'organisation, vous commencez par quelque chose de simple et ensuite vous allez vers la complexité. oui, Il y a la loi de Gall qui justement explique très bien que un système complexe qui fonctionne a toujours
évoluer d'un système simple. Et c'est un peu le piège dans lequel on tombe quand on arrive sur des outils avec plein de templates, c'est qu'on va les installer et puis on va se dire, puis finalement Carrément. ils n'ont pas été créés par nous et après 2-3 semaines on l'abandonne. Et quand on arrive à être régulier, et à mon avis c'est la régularité de nos comportements qui mène le bal de la complexification d'un système, on peut rajouter par exemple hop, du journaling. Et le journaling, on arrive exactement sur ce que tu disais par rapport à l'évaluation, et ce qui est très juste aussi la mémoire, hein, on se souvient des éléments très émotionnels et les plus récents, mais tu vois, moi typiquement tous les jours, j'essaie tous les jours, après des fois je saute, mais j'essaye de tendre vers cet idéal de tous les jours, je fais ma petite révision, je me dis ok, c'est quoi la victoire du jour? Ah ben voilà, j'ai discuté avec Cédric, on a passé un bon moment, etc. J'ai pas raconté une connerie, enfin je crois, bon, c'est les auditeurs qui décident de ça, mais en tout cas pour moi je suis plutôt satisfait jusqu'à maintenant. Puis ensuite le flop, ah voilà, je sais pas, le flop c'était j'ai peut-être pas pris suffisamment de pauses ou j'ai pas fait ma session de sport, ou je sais pas. Et à la fin du mois, je fais mon petit compte rendu et ça permet aussi de un petit peu tempérer parce que si tu as une mauvaise nouvelle le jour où tu fais ta revue mensuelle, bon ben alors que là, je me dis, ah, c'est quoi? Tu me dis, ah ouais, il y a eu ça, ah ouais, il y a ceci, ah ouais, il y avait cela, ah, c'est super intéressant, tac, tac, et tu arrives justement à être un petit peu plus, comment dire, plus juste, plus objectif par rapport à ton moi. Et ça, c'est de l'information qui est ultra utile parce que c'est de l'information qui vient de toi. Tu vois, Oui. plutôt que de passer des heures à regarder si je sais pas, Kim Jong-un il va lancer un nouveau missile nucléaire. Non, là j'ai de l'information, petite victoire, mais qui m'est utile. Ou alors à l'inverse, je me dis purée, ce mois, j'ai vraiment fait le con avec Twitter, quoi. Tous les soirs sur Twitter, je dormais mal, machin. Je me dis attends. Et c'est beaucoup plus difficile de te mentir parce que tu as noté ces informations. Et on revient sur un point de la checklist, c'est de l'amélioration continue, quoi. C'est clair. Et il y a un truc aussi, je rebondis, et t'inquiète pas, on a le temps, hein, si toi tu as Génial. le temps. Donc tout va bien. Il y a un autre truc que tu as dit pour moi qui est absolument primordial. C'est l'histoire de te dire que, en fait, on a tendance, enfin moi c'est mon observation, en management, on a tendance à toujours oublier d'où on vient. C'est-à-dire que moi, j'ai fait plein de fois ça avec des équipes et faites-le avec vos équipes. Vous allez voir que les gens ont tendance à toujours sous-évaluer les progrès qu'ils ont faits. Hmm. C'est-à-dire de se dire, ouais, non, mais le truc typique, moi, que mes équipes disaient, c'est, non, mais en fait, il n'y a rien qui a changé cette année. Et je leur dis, ok, je prends tes comptes rendus de 1 à 1 du début de l'année, et voilà d'où on vient. C'est-à-dire que à l'époque, il y a 1 an, hein, donc c'était il n'y a pas longtemps, on n'avait pas ça en place, et en fait, tu te rends compte, tu as mis ça en place, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et souvent, les gens, ils font waouh! En fait, parce qu'en fait, en fait, c'est assez connu, ça, en gestion de projet, c'est que quand tu démarres un projet, tu as toujours tendance à surévaluer ce que tu vas être capable de faire. Et quand tu es à la fin du projet, tu as toujours tendance à sous-évaluer ce que tu as été capable de faire. Et avoir ce système de notes, etc., ça te permet d'une part de dire, bah non, en fait, c'est pas si mal, au lieu de te dire, oh, j'ai pas avancé, putain, comment je vais faire, etc. Et ça te permet aussi, quand tu décides de reprojeter vers l'avant, de dire, allez, on va la jouer soft. On a été capable. Voilà, je suis pas capable de. Parce que sinon, on a un système comme ça de motivation, de démotivation qui se met en permanence, qui est assez épuisant, en fait. Donc, effectivement, il y a ce phénomène que tu viens de dire, qui est de dire, ouais, en fait, pas mal quand même, quoi. Et c'est super que tu soulignes ça. Ça me fait penser à un papier qui avait été écrit, je ne sais plus par qui, je t'enverrai éventuellement les sources, mais The Power of Small Wins. Et en fait, la chercheuse, elle avait évalué des équipes et elle réalisait que les personnes qui écrivent quotidiennement leurs petites victoires créent un effet de momentum beaucoup plus intense et intéressant et stable, pour revenir sur ce que tu disais, c'est avec la motivation, que si tu te concentres uniquement sur le gros objectif. Et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et c'est vrai que ce soit mes révisions quotidiennes, enfin hebdomadaires ou mensuelles, le fait de passer en revue sur ah ouais, mais j'ai quand même fait ça, quoi. Ça, c'était pas prévu, je l'ai quand même fait, je l'ai géré, il y a eu et je pense que c'est important. Mais encore une fois, faut faire gaffe à la complexité, quoi. Ça peut vite devenir très complexe, ces systèmes, quoi. Oui, ça peut devenir même obsessionnel. Il faut faire attention à ça. Ok, bah écoute, c'était hyper intéressant. On va rappeler à la fin du podcast le titre de ton livre, mais juste avant, en général, moi j'aime bien avoir quelques bonnes pratiques
qu'on peut mettre en action. C'est un peu le cadeau pour Magique. nous avoir supportés pendant 1 heure. Est-ce est-ce que tu as des... Alors, pas des baguettes magiques, parce que malheureusement, on s'est rendu Voilà, compte qu'il après existe 45 des agents. minutes. Mais voilà, des petits bouts de baguettes magiques, Ouais, est-ce que tu ouais. aurais des... Moi, je disais, moi, j'essaye toujours de créer des systèmes qui vont me protéger les jours où j'aurai pas de motivation, ou les jours où ça ira pas, les jours où je serai fatigué. Ce que je trouve intéressant avec les outils numériques, c'est que oui, ils sont addictifs, mais en même temps, ils ont en eux, tu peux installer des crans de sécurité et ne plus devoir demander leur autorisation, ou t'as plus besoin de donner ton accord pour qu'ils s'activent. Et Ulysse, c'est ce qu'il avait fait. Et d'ailleurs, on revient sur ce cadre de la décision. Tu vois, Ulysse, il s'était fait attacher au mât de son navire par son équipage. Il avait ordonné à son équipage de mettre de la cire dans leurs oreilles, parce que Ulysse ne pouvait pas se permettre de succomber au chant des sirènes. Ah oui, Tu vois, exact. ça fait partie de ces décisions où si ça se passe mal, bon, Ulysse on le perd, tu vois, il part avec ses sirènes et puis voilà. Euh, donc il s'attache parce que il se dit bon, c'est possible que je tienne, mais c'est pas sûr, tu vois. Et j'ai pas envie de tester. C'est la même chose avec les outils numériques. Et donc des morceaux de baguette magique, moi j'en ai deux. Premier, c'est un logiciel qui s'appelle Cold Turkey. Donc Cold Turkey, c'est un logiciel que tu installes et qui va te permettre de le paramétrer en fonction de ce que tu veux faire avec ton ordinateur. Donc par exemple, si de 8h à 10h tu veux pouvoir consulter ta boîte email que durant 20 minutes, tu peux le faire. Ah, Si ok. tu ne veux pas consommer, si tu veux pas pouvoir accéder à ta boîte email avant 12h, tu peux le faire. Si tu veux que ton ordinateur se verrouille à partir de 18h, tu peux le Ok. faire. Hmm. Et j'ai pas trouvé le moyen de le déverrouiller. Alors peut-être que les geeks peuvent s'ils ouvrent la commande, machin, mais moi je l'ai jamais fait. Et ça fonctionne très bien. J'ai même eu, ça m'a même, et ça c'est, je pense, un point qu'il faut soulever pour les personnes qui veulent tester ça. C'est normal que les premiers temps ce soit inconfortable. Ouais. Parce que ce que le logiciel vous invite à faire, c'est réapprendre à travailler plus rapidement, réapprendre à dire non, réapprendre à anticiper. De quelle information j'aurais besoin pour pouvoir travailler de manière concentrée? Est-ce que cette information je l'ai, ou est-ce qu'elle se trouve dans mes emails? Et en Mhm. fait, le logiciel, parce qu'il met une limite qui ne peut pas être désactivée, va créer de l'inconfort, et ça fait partie de l'apprentissage. Et ça, c'est souvent quelque chose que j'explique à mes clients. Dans les premiers temps, plusieurs fois, vous serez là, mais bordel, pourquoi j'ai installé ça? Ouais. Ok, c'est totalement normal, vous êtes en train de développer une nouvelle compétence. Ouais. Compétence de dire non, compétence Nouvelle d'anticiper, peu importe. habitude, Voilà, nouvelle limite. exactement. En fait, ça pose des barrières. C'est ça. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais on peut substituer ça à la volonté. C'est-à-dire que t'as pas à résister, c'est l'ordinateur qui t'aide Voilà, exactement. à résister, en fait, finalement, en se Et il bloquant. nous le doit bien, parce que honnêtement, on est chaque fois, à partir du moment où on est sur un écran, on est tout le temps à un clic de la distraction. Ouais. Et ça, c'est quelque chose on peut pas le retirer au papier. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je lis de plus en plus sur papier et que j'abandonne de plus en plus la Kindle, parce qu'avec la Kindle, je dis c'est dire quoi ce mot? Ah ouais, tiens, la définition. Tu vois. Ouais. Et pourtant, une Kindle, c'est pas une liseuse, c'est pas, Ouais, c'est c'est ce pas que fait. j'allais dire. Je dis la Kindle, ça va encore. Quand Voilà, ça va encore. tu lis Mais sur un iPad, c'est ça. là, tu as accès à tout le Voilà, c'est web, ça. tu as tes mails, tout ça. Mais Ouais. je donne un exemple extrême pour montrer que le papier a encore un avantage qui est indéniable, Carrément. c'est il te fout la paix, quoi. Ouais. Euh, Il a un autre avantage, le papier. tu peux faire un feu avec. Ouais, mais tu peux faire un feu avec une Kindle, mais bon, faut pas Avec un peu rester. de puée, quoi. Voilà. Non, le papier, l'intérêt, c'est que c'est pas illimité. C'est-à-dire qu'une liste de tâches sur un papier, tu peux pas faire une liste Ouais, de c'est ça, 500 c'est tâches. ça, Et c'est ça. Ouais, le ouais, il y a. papier te dit non, non, les tâches là, c'est juste sur ce petit C'est espace-là que tu peux les noter. Ouais. Ouais. C'est juste. Donc moi bon, ça c'est plus parce que je viens du chantier, mais je me suis beaucoup organisé sur papier, parce que bon, ben Ouais. voilà, c'est là, c'est concret, et puis c'est moins fragile. Maintenant, je suis passé au tout numérique, mais je conçois qu'il y a des avantages toujours des deux côtés, quoi, et des Donc, inconvénients. Donc voilà, ça c'est le premier outil, Cold Turkey. Je vous invite à creuser le sujet, hein. Il y a des tutos qui vous permettront de le configurer, mais pour moi c'est l'un des meilleurs. C'est un achat unique de 30 balles, je crois. Puis ça te permet vraiment de faire un truc propre. Il faut juste prendre un peu de temps pour le configurer. Puis ça c'est bien. Et puis le deuxième point, c'est One. Ah,
OneSec App. OneSec App, merci. Ouais, Purée, parce je qu'on en a l'utilise tout le parlé, temps. on en parlait en off. Ouais, c'est ça. Et je OneSec connais pas App. du tout en fait. Voilà, ça fait plusieurs mois que je l'utilise. C'est un ami qui s'appelle aussi Julien qui m'a parlé de ça, un peu geek, qui m'a dit regarde, c'est nouveau, machin, c'est allemand. J'ai installé ça. En fait, OneSec App se met entre le moment où tu veux consulter frénétiquement une application et le moment où tu peux y accéder. Et entre les deux, tu as quoi? Tu as un écran qui arrive qui te dit respirer profondément. Donc, dans tous les cas, tu vois, tu dis bon, c'est bon, je respire. Ensuite, ça redescend et ça te montre le nombre de fois durant les dernières 24 heures où tu as eu envie d'accéder à cette application. Et là, tu as deux choses qui sont intéressantes. Premièrement, tu respires. Deuxièmement, tu vois en fait à quel point tu peux parfois être accro. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai pas YouTube, j'ai mon écran en noir et blanc, il est dégueulasse. Quand mes amis m'envoient des photos en noir et blanc, voilà, machin, etc. Mais je reste accro à cet outil. C'est pour ça que je disais, c'est très difficile de ne pas être accro. En tout cas, moi, je suis accro à ces outils. Mais le temps que ça m'a fait gagner, c'est un truc de malade. Et la force de OneSec, c'est que ça ne t'empêche, ça ne t'interdit pas l'accès. Ça te le retarde. Et donc, il y a moins ce côté, ah, c'est de la merde, hop, je le désinstalle. Parce que tu es énervé. Et ça, pour moi, c'est la subtilité. Et c'est toute la subtilité des outils. Hein. Les designers sont là pour nous faire craquer. Mais là, dans ce cas-là, le designer a fait un très bon travail. Après, si tu prends la version payante, tu as d'autres options. Il va te proposer d'autres activités à faire à la place, etc. Mais la fonctionnalité de base est déjà très, très, très intéressante. En fait, elle t'oblige à prendre un petit temps entre deux tâches, en fait. Et en plus, ça t'empêche complètement de faire du switch, de dire, ah, tu sais, le truc qui tue, et c'est peut-être le moment de le dire, c'est, ah, je vais en vitesse regarder mes mails pour voir s'il n'y a rien d'urgent. Ouais. Et là, t'es mort, quoi. Si t'es en train de bosser sur un truc et t'ouvres tes mails en disant, bah, tiens, en fait, ça y est, c'est fini. T'es déconcentré. Alors que si t'as un truc qui dit, non, mais tu peux pas le faire maintenant, c'est que dans une minute, bon, allez, ok, je finis. Exactement. Et puis, ça te permet juste de, tu vois, c'est comme, tu mets tes chips à la cave, quoi. C'est ça, ouais. Tu vois, ou voilà, tes tentations, tu les mets à la cave, parce que quand tu descends à la cave, c'est là, non. Et puis, tu vois, t'as une petite chance de pas y aller, quoi. Voilà, exactement. En tout cas, t'augmentes les chances de ne pas le faire. Et voilà, ça, je pense que c'est très important de comprendre l'impact du numérique et de configurer, d'ailleurs, c'est ce que je dis dans le nouveau bouquin, c'est configurer vos outils, quoi. Parce qu'on dit toujours qu'on le fait, machin, on sait que c'est pas bien, mais combien le font vraiment? Il y a une citation que j'aime bien qui dit ils sont nombreux à collectionner les remèdes, mais ils ne les avalent pas. Tu vois, et je pense que on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas assez souvent. Mais si vous prenez vraiment le temps de vous dire, ok, mon smartphone, comment je fais pour vraiment qu'il soutienne mes objectifs et comment je fais pour réduire l'impact négatif de celui-ci, je prends un ou deux tutos, éventuellement des formations, et puis c'est parti, quoi. Mais ouais, en fait, un des trucs incroyables avec les outils modernes, enfin moi, étant un peu plus old school que toi, c'est que avant, quand tu avais un truc d'une complexité équivalente à celle des ordinateurs ou des applications qu'on a aujourd'hui, ça venait avec un mode d'emploi. Alors qu'aujourd'hui, en fait, le truc, tu le reçois, tu le démarres et t'es parti. Donc tu sais absolument pas comment le configurer. Il n'est pas du tout adapté à ta manière de truc, etc. Il n'y a même pas un questionnaire qui dit est-ce que vous voulez m'utiliser comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça. Non, tu utilises direct parce qu'en fait, le principe, c'est que tu l'as, il faut que tu l'utilises. Même n'importe comment, mais il faut que tu l'utilises. Or, utiliser quelque chose juste pour l'utiliser, c'est stupide. C'est clair. Et donc, ton mode d'emploi, malheureusement, tu es obligé... C'est comme les mails, c'est comme tout ça. Tout ça, on nous l'a livré sans dire comment ça marchait, en fait. Comment l'utiliser pour améliorer notre vie, en fait, finalement. Et on arrive justement sur cette notion de système. Oui, tu as l'outil, mais tu as la méthode, tu as le comportement. Et dans le livre, je parle d'un exemple tout simple, la brosse à dents. En fait, tu crées un système avec la brosse à dents. Et le but de ton système, c'est éloigner les caries, les problèmes dentaires, puis avoir une bonne année, une bonne hygiène buccale. Maintenant, si tu as la meilleure brosse à dents, mais que tu te brosses une fois les dents par semaine, ou que tu t'acharnes, ou que tu juste sur les dents du fond pour je ne sais quelle raison,
Bon, mais en fait, moi, je serais plus efficace avec ma petite brosse à dents qui est pas forcément la meilleure, mais avec des bons comportements et puis une bonne méthode de brossage, tu vois. Et on revient sur finalement, tu sais, bon, je l'ai pris un peu comme cheval de bataille, mais l'outil tout puissant qui va te délivrer de tous tes problèmes organisationnels pour un seul café par mois, tu vois. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement. Ok, pas de baguette magique. En tout cas, pas Ok. encore. Peut-être que l'intelligence artificielle nous aidera, je sais pas. Peut-être que l'avenir justement l'avenir du mode d'emploi, ça va être que c'est l'outil qui va te dire tiens, vous m'utilisez comme C'est ça, ça. c'est peut-être pas, tu vois, il y a C'est peut-être un ça. truc. Mais bon, on n'y est pas, donc pour Pas l'instant, encore. il faut créer les modes d'emploi nous-mêmes. C'est ça. Ok, bah écoute Julien, c'était hyper intéressant. Je suis sûr que ça a donné envie à pas mal d'auditeurs de creuser un petit peu tes concepts, entre autres celui d'infobésité, de cerveau numérique, etc. Mhm. Et à plusieurs reprises, tu as évoqué tes livres. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner le titre, je sais pas, le bouquin le plus, enfin, je sais pas comment on peut rentrer dans ton univers. Probablement le mieux, c'est Ouais. de, Le mieux c'est le site organisologie.com, mais vu que c'est un ouais, long nom, bon, tu le mettras peut-être dans les liens, mais ouais. organisologie. Et puis sinon, le livre En finir avec l'infobésité, accessible sur Amazon, et puis aussi sur mon site si vous voulez passer en direct et que vous êtes un peu anti Amazon. Ok, super, génial. Je te Cool. remercie infiniment. Bah, c'était un immense plaisir d'échanger avec toi, Cédric. J'ai pris du plaisir. C'était chouette. J'espère que les auditeurs aussi. Bah, Et ça nous le puis, dirons. excellente continuation dans tes projets. Ok, à toi aussi. Bon Merci. courage. Ciao, Ciao. Cédric. Bye bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai particulièrement apprécié de discuter avec Julien sur des aspects presque philosophiques sur l'information, mais aussi d'avoir des bonnes pratiques. Si tu veux aller plus loin, que tu veux creuser le sujet, il y a évidemment son livre En finir avec l'infobésité. Il y a son site Organisologie. Et puis, tu sais que j'ai créé aussi une suite de mails. C'est gratuit, c'est un petit cours sur la manière d'organiser ton temps au mieux si tu es manager. Pour ça, il suffit de suivre les liens qu'il y a en descriptif. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une excellente semaine.